Bonjour à tous, bienvenue pour ce petit tutoriel en Python. Je vais vous montrer dans cette vidéo quelques distinctions, donc différences que vous allez pouvoir retrouver entre les deux versions majeures du langage Python, à savoir la version 2, notamment par exemple la version 2.6, et une version supérieure à la version 3, donc 3.5, 3.6, 3.4, peu importe, donc toutes ces choses-là, puisqu'il y a eu un changement majeur, on va dire au niveau syntaxe, au niveau notation, entre les deux versions, des changements au niveau des modules également. Alors je vais vous montrer un petit peu ça en vidéo. Je ne vais pas pouvoir tout vous montrer, déjà parce qu'il y a énormément de choses. N'hésitez pas à aller sur le site officiel de Python pour voir l'intégralité et le détail des changements qu'il y a eu. Mais cette vidéo elle va vous servir si vous avez des logiciels qui utilisent une vieille version d'interpréteur Python. Ça peut arriver par exemple sur certaines versions de Blender ou autres, où vous avez un interpréteur en Python 2.6, 2.7, et que vous par exemple vous aviez suivi la formation donc à étudier le langage Python 3. quelque chose, donc la version la plus récente, voilà, une version beaucoup plus récente. Donc cette vidéo va vous servir à ça, tout simplement, pour voir un petit peu les différences, voir comment vous pouvez adapter la syntaxe de l'un ou l'autre, pour pouvoir passer éventuellement de Python 2 à Python 3, si vous aviez commencé déjà avec Python 2 à l'époque. Tout simplement. Alors les premières choses les premiers changements qui ont été opérés, concerne surtout tout ce qui est l'affichage, d'accord? C'est la première fonction que vous avez après utilisée en Python, qui est la fonction print, d'accord? Donc en Python 2, alors je dirais 2.x à chaque fois, parce que x qui serait du coup n'importe quelle version mineure de la version 2, on écrivait tout simplement comme ceci, d'accord? On mettait ce genre de choses, donc le mot print, qui était donc un mot réservé, et on mettait entre double quotes, donc entre double guillemets, on mettait tout simplement la chaîne de caractères. Et on pouvait afficher plusieurs informations comme ça. Alors je vais le noter, hein. Pour vous, je vais mettre Python 2.x, on va séparer les choses en fait, voilà, ici on mettra Python 3.x, ok, donc ça c'était pour afficher tout simplement un simple texte, d'accord, aussi simple que ça. On pouvait également afficher une variable, donc pour afficher une variable il suffit juste de mettre le nom, hein. Donc, par exemple ma variable, on va mettre ici ma variable, je vais mettre un nombre comme ça, voilà, donc on affichait ça et on pouvait bien évidemment associer les deux en faisant ma variable égale, et puis on mettait du coup ma variable, ce genre de choses. Donc voilà le genre de syntaxe qu'on pouvait retrouver comme ça au niveau du print. En Python 3, vous l'avez étudié de toute manière sur cette formation, donc je vais aller très vite, on fait tout simplement avec des parenthèses. Donc les parenthèses ont été ajoutées. Donc une simple chaîne s'afficherait comme ceci, une variable ça s'afficherait comme cela, et si on veut associer les deux, eh bien c'est tout simplement l'association des deux. Donc comme ceci, on met une virgule à l'intérieur des parenthèses et le nom de la variable. Voilà. Donc voilà les petits changements qui ont été faits au niveau de l'affichage. On a également autre chose, que vous savez que la fonction print, elle passe automatiquement à la ligne. On pouvait empêcher le retour à la ligne, tout simplement en faisant ça. Je vais mettre le texte là, sans retour à la ligne. Alors je vais pas tester, d'ailleurs j'avais mis ça, mais peut-être que je testerai tout à l'heure certains codes, mais là je vais pas le faire. Donc sans retour à la ligne, et on mettait tout simplement une virgule à la fin. Voilà, c'est tout. Nous, dans ce genre de cas, ils ont intégré de nouvelles variables en fait qui vont permettre de préciser les informations. Donc on met notre texte sans retour à la ligne. Et ici, virgule, je vais utiliser la variable end, d'accord? Et je vais lui mettre tout simplement ici une valeur. Donc par défaut, ce serait anti/n qui ferait donc un retour à la ligne. Et pour empêcher le retour à la ligne, il suffit de laisser la chaîne vide. Et là, vous n'aurez pas de retour à la ligne ici, tout simplement. Donc ça, c'est à savoir. Alors je ne vais pas tester de toute façon là, parce que ça ne marcherait pas, puisque je suis en Python 3 et que la syntaxe Python 2, évidemment, ne fonctionnera pas à l'exécution. Donc voilà pour tout ce qui est retour à la ligne. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre aussi? Ah oui, au niveau de la jointure, on pouvait faire de la jointure de données. C'était pratique aussi, donc avant ça se faisait, alors que je dise pas de bêtises, que je travaillais en Python 3, hein, donc Python 2 ça fait longtemps que j'en fais plus. C'était comme ça, donc il n'y avait pas les parenthèses, hein. Donc admettons vous voulez faire un séparateur, je sais pas, vous vouliez par exemple avoir x, je vais mettre 186, et puis je sais pas moi y, vous savez 223, genre des coordonnées, et bien on pouvait afficher les coordonnées avec un séparateur de cette manière. On faisait ça, on utilisait join, et ici, non, c'était des crochets, on mettait X et Y, ce genre de choses. Ça permettait, mais je vais vous montrer de toute façon un petit peu après. Donc on va commenter le code là, hein, pour vous montrer. Donc cette syntaxe ici, d'accord, ça permettait tout simplement, en fait, de joindre les différents éléments, donc ici les valeurs de ces variables, et de mettre des séparateurs, donc celui qu'on veut ici, entre chacune. Pour le Python 3, c'est assez rapide à faire, puisqu'il suffit de mettre toutes les variables que l'on veut, ici,
Et ensuite, on met tout simplement la variable sep, donc il y a une variable spéciale pour ça, et vous mettez le séparateur que vous voulez, donc moi les 2 points. Donc là, du coup, je vais pouvoir tester. CD desktop, Python. Voilà. Et regardez un petit peu comment que ça fait. Oui, bah du coup, il n'y a pas de retour à la ligne, évidemment. Donc pareil, si vous voulez juste mettre un retour à la ligne, vous faites ça, un print tout court. Ça fonctionnera évidemment. Voilà, ici, bah, c'était simplement de mettre le mot print pour le faire. Voilà. Et vous voyez, ça met bien un X et un séparateur, le 2 points, Y, grâce à cette ligne-là. Donc très pratique, hein. Donc n'utilisez plus de join si vous êtes en Python 3, comme ceci. D'ailleurs, la syntaxe est quand même beaucoup plus compliquée. Là, c'est vraiment très simple. C'est toujours le même principe, tout est entre parenthèses. Et vous avez, vous voyez, des variables spécifiques ici qui vous permettent de gérer un petit peu tout ça. En parlant de variables spécifiques, justement, il y a la variable pour afficher sur la sortie d'erreur standard. Alors je ne m'étale pas là-dessus dans cette vidéo, c'est simplement en fait si vous aviez plusieurs terminaux ou autres, de séparer l'affichage on va dire normal et l'affichage qui est prévu pour les erreurs. Donc avant on faisait tout simplement, alors je vais le mettre encore une fois en commentaire pour éviter d'avoir des problèmes quand je vais vouloir l'afficher, on mettait tout simplement print, d'accord, comme ceci, et là on mettait ce caractère là, donc c'est cet opérateur un peu bizarre, pour dire qu'on le mettait sur la sortie d'erreur standard, donc 6.std-e2r, comme ceci, et ensuite on mettait notre message, d'accord, le message, voilà, donc une syntaxe un peu particulière, comme vous voyez, qui n'était pas forcément pratique, on a vite fait d'oublier quelque chose, donc là, avec Python 3, c'est vraiment très rapide, puisque du coup on gagne du temps grâce aux parenthèses, vous mettez votre message, d'accord, comme on l'a toujours vu, et ici vous avez la variable file, voilà. Et du coup, vous mettez 6.stderr. Voilà. Et voilà. Alors là, évidemment, il me dit que 6 n'est pas défini, c'est normal. Hein, parce que c'est un module de Python, donc il faut l'importer. Voilà. Et là, ça fonctionne. Donc là, ça va, vous voyez pas de différence à l'affichage, mais en fait, ici, on l'a affiché sur la sortie d'erreur standard. D'accord ? Voilà, std-in c'est l'entrée et std-out c'est la sortie normale, celle qui se fait sur tous les prints habituellement. Donc voilà, grâce à cette variable file, vous pouvez gérer ça comme ça. C'est quand même beaucoup plus clair que de faire comme ceci, comme on le faisait avec Python 2.x, ce qui était forcément moins pratique. Donc ça c'est bon pour tout ce qui est, on va dire tout ce qui est affichage. On a eu des changements également au niveau de la saisie, puisqu'il faut savoir qu'avant, si vous voulez, avec Python, on séparait bien au niveau de la saisie tout ce qui était chaîne de caractères de ce qui était nombre, donc un entier, ce genre de choses. Donc si on voulait par exemple faire saisir un nombre, je vais mettre quelque chose comme ça, je vais mettre données, hein, je vais mettre data, non données, ça va éviter d'avoir un mot spécial. On faisait comme ceci, par exemple, entrer un nombre, d'accord. Alors ça va fonctionner évidemment si je teste. Et si on voulait récupérer une chaîne de caractères, il fallait faire row input. Donc il y avait une fonction spéciale. Voilà, entrée du texte. Ce genre de choses. Donc on avait la séparation entre le input et le row input selon le type de données qu'on voulait. En Python 3, ils ont simplifié les choses puisque c'est tout dans le input, tout simplement. Donc là vous avez la donnée et c'est input. Voilà. Donc là c'est entrer quelque chose. D'accord. Et cela sera géré automatiquement comme étant une chaîne de caractères. Donc vous savez, vous l'avez vu dans ma formation dans les séances précédentes, si vous voulez par exemple récupérer un entier via cette saisie, bah, il suffira ensuite de la caster, pour être sûr, donc de faire un int de données. Voilà, si c'est effectivement un nombre qui a été récupéré, et bien évidemment avec des systèmes d'exception, try except, etc., vous allez pouvoir bien évidemment contrôler, vérifier, hein, filtrer l'information qui a été saisie, puisqu'encore une fois, vous n'êtes pas sûr de ce que l'utilisateur va vouloir rentrer, est-ce qu'il va rentrer quelque chose de correct, de valide, donc c'est toujours évidemment à vérifier. Voilà, donc très pratique, hein, voilà, plus qu'une seule fonction, le input, et on s'embête plus avec ça. Vous avez remarqué aussi que, et ça j'en avais parlé dès les premières vidéos, je vous avais dit que Python 3 était vachement pratique au niveau encodage. C'est-à-dire qu'avant, en Python 2, il fallait, selon les types de chaînes qu'on voulait utiliser, par exemple avec des accents de la langue française ou autre, il fallait spécifier des préfixes, préfixe U, préfixe R, enfin il y avait pas mal de petites choses, L pardon, pas R, L pour tout ce qui était nombre, et le préfixe U pour tout ce qui était Unicode en fait, chaîne d'encodage, pour pouvoir gérer par exemple les accents ou gérer différentes langues, donc c'était assez compliqué, enfin l'encodage avec Python 2.x c'était vraiment casse-pied, honnêtement je vous le dis, c'était très casse-pied, et Python 3 est passé en full Unicode, tout simplement. Alors je vous avais dit que moi je mettais souvent cette ligne en début de fichier, pour m'assurer d'accord que c'est toujours en UTF-8, mais de toute manière Python 3 est automatiquement de base en UTF-8, ça c'est plus pour on va dire confirmer, pour être sûr, mais de base on en est sûr.
En revanche, quand on travaillait avec Python 2.x, il fallait vraiment le spécifier, voilà, il fallait faire des changements particuliers au niveau des chaînes de caractères. Donc nous, en Python 3, c'est très simple, si je veux une chaîne, d'accord, je peux écrire absolument ce que je veux. Voilà, c'était l'été, il faisait chaud. Voilà, je vais gérer les accents sans problème, je peux écrire des idéogrammes chinois, je peux marquer des caractères en arabe, ce sera géré sans problème. L'Unicode, c'est universel tout simplement, c'est l'encodage universel qui va gérer toutes les langues du monde, d'accord, tous les caractères, quels qu'ils soient, même l'allemand, n'importe quoi, tout sera géré sans problème grâce à ça. Donc on peut vraiment pas se passer de cet encodage là, donc c'est pour ça que je vous dis toujours, que ce soit en web, en langage de programmation, n'importe où, travaillez toujours en UTF-8, tout le temps. Il n'y a aucun intérêt de travailler maintenant en ISO 88-59.1 ou latin 1 ou je ne sais pas quoi. Travailler en UTF-8, ce sera toujours clair et ça fonctionnera partout. C'est ça au moins l'avantage. Donc ça c'est du coup une très bonne avancée au niveau de Python 3, de prendre en charge nativement l'encodage UTF-8, c'était quand même quelque chose de très attendu et qui du coup fait plaisir parce qu'on ne s'embête plus. Vous remarquerez également que mon éditeur est en UTF-8, je fais un petit rappel ici, parce que j'ai souvent des commentaires de votre part par rapport à des gens qui ont des soucis, par exemple de compilation sur certains langages ou d'exécution de fichiers. Par exemple en Python, c'est vous exécutez un fichier, il n'y a rien qui s'affiche, c'est parce que vous n'avez pas encodé en UTF-8. Donc n'hésitez pas, depuis Sublime Text, Atom, Brackets, Notepad++ ou comme moi Visual Studio Code, peu importe l'éditeur, à enregistrer le fichier et modifier l'encodage, d'accord? Donc souvent c'est dans fichier ou alors c'est dans édition, vous devriez pouvoir modifier l'encodage du fichier, d'accord? Donc moi ici je sais pas exactement où il se fait parce que c'est assez récent, voilà, je peux le changer là directement, vous voyez c'est un Save with Encoding, et là je choisis ça, UTF-8, donc je prends pas avec BOM, c'est sans BOM, comme ceci, et là je suis sûr que ce sera bien géré. Ça faites-le pour tout, des fichiers web en PHP, des fichiers Python, des fichiers en C ou en C++, peu importe le langage, peu importe le fichier d'informatique que vous utilisez, travaillez toujours en UTF-8 pour ne pas avoir de problème. Voilà, parce que l'encodage du langage c'est une chose, mais l'encodage du fichier c'est autre chose. Il faut que tout, bien évidemment, soit en Unicode pour que ça fonctionne correctement et qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Donc voilà pour tout ce qui est affichage saisie. Alors je suis un petit peu long, mais il y a quand même pas mal de choses que je voulais vous montrer, parce que je voulais pas faire une vidéo un bâclé en 2 minutes pour vous dire il y a eu 2-3 changements et puis c'est tout. Je vais vous en montrer quand même quelques-uns. Donc ça c'est tout ce que je voulais vous montrer au niveau affichage saisie. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi sur les opérateurs où il y a eu des changements assez importants qui sont bien à savoir. Quand vous faites par exemple le calcul, alors je vais noter X par exemple comme ceci, je sais pas moi 14.6 et puis Y, je vais mettre 123.0, ce genre de choses. Si vous faites le calcul, et d'ailleurs on peut le noter, hein, de X, Y, regardez un petit peu, vous voyez le calcul ça affiche, d'accord? D'ailleurs j'aurais dû prendre peut-être l'inverse, mais c'est pas grave. Donc ça affiche du coup un nombre à virgule. Si vous faites la division comme ça. Si vous voulez un nombre entier, tronqué, il suffit de mettre un double slash, tout simplement. Et là vous voyez que c'est tronqué. Alors vous allez me dire pourquoi il affiche 0,0, parce que quand il a une valeur négligeable, comme là c'est 0,1, pour lui en fait c'est 0, tout simplement. Donc j'aurais peut-être dû changer les valeurs pour que ce soit qu'on ait au moins un affichage un peu correct. Voilà, donc là ça affiche 8, et si je n'en mets qu'un seul, ça va afficher 8,42, 46, etc. D'accord? Donc ça c'est un petit changement avec Python 3 qui est apparu, donc qui est intéressant à connaître, d'accord? C'est le double slash pour pouvoir tronquer une valeur, enfin la valeur décimale d'un nombre pour n'afficher que la valeur entière. Il y a aussi quelque chose qui avait été fait au niveau des comparaisons. Par exemple, avant, pour dire qu'un élément était différent, donc, par exemple si on voulait dire que if x était différent de y, d'accord? Ce genre de choses, on utilisait ce symbole-là. Tout simplement. Il y a d'ailleurs plein d'autres langages de programmation qui utilisent ce système-là pour en fait dire différent d'eux. Il y en a encore plein qui l'utilisent. Donc au niveau de Python, avec l'arrivée de Python 3.x, ils ont évidemment changé tout ça avec le fameux symbole qu'on retrouve dans les langages bien courants, comme le C, le C++, Java, C#, etc. Bref, on trouve toujours ça, donc évidemment utiliser cet opérateur de comparaison-là pour vérifier que quelque chose est différent, tout simplement. Voilà. On avait également un changement au niveau des types, c'est-à-dire que par exemple quand je vous parlais des nombres avant, en fait les entiers c'était de type long, tout simplement. On avait d'ailleurs pour pouvoir caster dans ce type-là la fonction long. Maintenant ça n'existe plus, on a le type int tout simplement et la fonction associée integer donc qui permet de caster en entier. Donc ça pareil, je vais assez vite là-dessus, voilà, plus de long, tout simplement en integer, c'est la même chose, hein, d'accord, ça gère absolument la même chose et c'est beaucoup plus clair, ça évite de se mélanger les pinceaux à ce niveau-là.
Voilà pour les opérateurs. Il y a eu d'autres changements, hein, mais je vais encore une fois je vous présente toujours un petit peu les plus évidents et puis les plus courants, ceux que vous allez quand même rencontrer assez souvent. Maintenant, qu'est-ce qui peut être intéressant à voir pour ceux qui font de l'objet? Bah oui, pourquoi pas vous montrer. On a un changement au niveau des métaclasses, qui est quand même important à savoir, parce que c'est quelque chose que vous aurez peut-être l'occasion d'utiliser. Avant, quand on voulait préciser une métaclasse, on faisait par exemple ma classe comme ceci, d'accord? Donc je créais en fait un nom de classe précis, comme ceci, et là j'utilisais, si vous voulez, ce format-là, métaclasse, et ici je mettais le nom de la métaclasse, d'accord? Ce genre de choses. Donc on utilisait cet attribut réservé en fait pour pouvoir le préciser, d'accord? Donc ça c'est en Python 2.x, ok? Et maintenant, en Python 3.x, on va gagner du temps puisqu'il suffit juste de faire ma classe, n'importe quoi, je fais des bêtises. Voilà, ma classe, et entre parenthèses, de préciser métaclasse égale, voilà, comme ceci. Et là on gagne du temps, d'accord? On met tout sur une seule ligne, c'est beaucoup plus clair, ça fonctionne très bien. Donc évidemment, pour tout ce qui est gestion de métaclasse, vous procédez de cette manière-là, et pas la manière Python 2.x, sinon vous aurez évidemment un problème à l'exécution de votre fichier. Voilà pour ça, donc ça je pareil, je vais très vite, hein, après les choses sont assez particulières au niveau des changements, là je voulais surtout vous montrer des choses assez courantes. Je peux vous parler également de tout ce qui est, je garderai les fonctions, tout ce qui est modules et fonctions pour la fin, parce que ça c'est intéressant. Je voulais faire une petite parenthèse sur les exceptions, c'est-à-dire qu'avant quand on voulait par exemple lever une exception, on faisait tout simplement raise et le message, d'accord, le message d'erreur, tout simplement. Maintenant, et vous avez vu qu'avec print, on a rajouté des parenthèses, et bien là c'est pareil, on utilise tout simplement exception, et on met notre message comme ceci. Voilà. D'accord, beaucoup plus clair, on arrive au niveau du code, quand on lit, à comprendre les choses comme il faut, c'est quand même beaucoup plus pratique. Si on avait un type particulier, pareil, je sais pas moi, genre type error, je sais pas moi, type, je vais y arriver, error, pareil, on mettait le message, maintenant, on s'embête plus. C'est raise, type error, et directement entre parenthèses, vous mettez votre message. Voilà. Donc beaucoup plus pratique, l'utilisation des parenthèses, c'est vrai que ça a quand même vraiment gagné du temps, c'est beaucoup plus logique d'ailleurs au niveau de la conception, donc vraiment voilà, très bon changement de syntaxe à ce niveau-là, pour Python 3, enfin les versions de Python 3, tout simplement. Puis voilà, bon je vais rester là-dessus, de toute façon c'est suffisamment clair par rapport à ça, c'était des petites choses à savoir. On a également des changements au niveau de nom, alors je vais le noter, wow. F11 il est où? Là, je vais mettre ici, donc Python 2.x et Python 3.x. Au niveau des changements de nom de fonctions, donc des fonctions que vous avez peut-être l'habitude d'utiliser, que vous aurez l'habitude d'utiliser, qui ont pu changer d'un langage à l'autre, qui sont donc évidemment importantes à connaître. Vous avez par exemple la fonction xrange, qui permettait notamment de tout ce qui est gestion aléatoire, hein, de nombres aléatoires, et bien c'est devenu maintenant tout simplement range. Ok, on peut pas faire plus simple là honnêtement. Qu'est-ce qu'on a aussi comme fonction importante? Bah longue, oui j'en avais parlé de toute façon, je vais la remettre ici parce que c'est bien que vous l'ayez pour vous, d'accord, qui est devenue int, hein, donc la fonction de cast pour un entier tout simplement. On avait la fonction baseString, pardon, pour tout ce qui était chaîne de caractères qui est devenue str pour string, très simple. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait également URL parse, pareil, qui est devenu là URL lib, mais ça je vais en parler puisque c'était du coup lié à un module, d'accord. On avait aussi toutes les fonctions de Tkinter, hein, pour tout ce qui est programme fenêtré, bien évidemment. Il y a eu beaucoup de changements à ce niveau-là, mais je vais pas tous vous les énumérer, en plus je les connais pas par cœur, hein, parce qu'en Python 2, je sais plus exactement comment ça se notait au niveau de Tkinter, mais peu importe. Pour Socket, pareil, enfin, on avait pas mal de choses pour le réseau. Enfin, vous voyez un petit peu les changements qu'il y a eu. Et du coup, au niveau de ces modules, on a eu également les modules, vous savez ce que c'est, d'accord, ça correspond à des fonctions, tout ça, tout un ensemble de fonctions. Et si vous voulez, comme il y a eu beaucoup de choses avec Python 3, ils ont rassemblé plusieurs modules en fait dans des packages, d'accord. Donc c'est à dire que maintenant, au lieu d'avoir plein de modules complètement mélangés, etc., on a des packages, on va dire assez généraux, d'accord, qui contiennent pas mal de choses, comme le package HTML, on aura le package HTTP. Donc c'est des choses qu'on a vues ou qu'on verra sur les vidéos que je vous propose sur la chaîne. On a Tkinter, hein, vous connaissez bien maintenant. Avant Tkinter, c'était un ensemble de plusieurs modules. Maintenant, c'est tout un package. Voilà, comme ça, on peut tout utiliser plus facilement. Et on a le fameux URL lib. Voilà, pareil, qui est maintenant un package avec plusieurs fonctions disponibles, tout simplement. Alors au niveau des changements de nom, parce qu'il y a évidemment des noms qui ont changé et qu'on a pu utiliser ou qu'on utilisera de toute manière, il y avait cpickle,
d'accord, qui permettait de, rappelez-vous, de faire de la copie en fait en binaire, d'accord, dans des fichiers. Donc maintenant c'est devenu tout simplement Pickle, voilà, donc pour faire de la sérialisation ou de la désérialisation, tout simplement. On a Tkinter, alors je vais le mettre à la ligne, Tkinter qui est maintenant tout écrit en minuscule, donc ça je le rappelle c'est super important, bravo d'ailleurs, je mets la même chose ici, bien, il a dû me faire une autocomplétion, voilà. Donc c'est Pickle qui devient comme ceci. Tkinter, le T est devenu minuscule, parce que je vous rappelle que la casse, hein, donc les majuscules minuscules sont très importantes, donc faites attention quand vous écrivez vos codes. Pareil, j'ai souvent des gens qui ont des erreurs de code, et quand je lis vos scripts, je vois qu'en fait vous avez mis des majuscules où il fallait pas. Donc des fois, vous voyez, il faut pas grand chose pour avoir des petites erreurs, donc faire attention à ça. On a Thread, alors lui il a changé, ils ont mis un petit underscore devant. Pareil, voilà, donc il y a quelques changements comme ça. On a Q aussi qui a changé, qui a été écrit maintenant tout en minuscule. Qu'est-ce qu'on a? On a Repr. Décidément, il m'énerve lui avec l'autocomplétion par contre là. Voilà. Et Repr qui est devenu, vous voyez d'ailleurs maintenant c'est un mot un peu réservé, donc maintenant c'est devenu Repr lib. Voilà, pour éviter justement ce problème là qu'il y avait avec les mots réservés pour le langage Python. Et je pense qu'on s'arrêtera là. J'ai vu pas mal, je vous ai montré quand même pas mal de choses. Si vous voulez en savoir plus, vous verrez qu'il y a des articles officiels sur le site de python.org qui vous précisent tout le détail de tous les changements qu'il y a pu avoir sur beaucoup de choses, que ce soit au niveau de la syntaxe, des fonctions, des modules, de beaucoup de choses, sur tout ce qui est collection aussi, les dictionnaires, les listes, tout ça, j'en ai pas forcément beaucoup parlé ici. Donc n'hésitez pas à voir le détail, mais je pense que déjà ici, ça vous permettra de bien voir ce qui a pu changer entre les deux versions du langage. Donc ce qui est important à retenir, c'est que bon évidemment Python 3 est un peu plus rapide au niveau exécution que Python 2, c'est de l'ordre de 10-20% à peu près d'après les tests qui avaient été faits, les benchmarks, donc c'est plutôt pas mal. Évidemment on a une simplification de la syntaxe, parce que je trouve que l'utilisation des parenthèses est beaucoup plus logique que d'avoir plein de virgules partout et de pas savoir où on en est, et des simplifications surtout au niveau de l'encodage, c'est-à-dire que maintenant tout est automatiquement en UTF-8, et ça aide quand même énormément dans les développements, puisqu'on peut écrire du français, de l'anglais, je vous dis du japonais, de l'arabe, ce que vous voulez, ça va être géré directement en natif sur le langage, et ça c'est quand même vachement agréable. Et je m'arrêterai ici pour cette une bonne vidéo, parce que je pense qu'on aura pas mal discuté là-dessus. J'espère que ça vous a servi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, je vous recommande de toujours travailler en Python 3, surtout maintenant en 2017, au moment où je fais cette vidéo. Si évidemment il y a des logiciels qui utilisent un interpréteur Python 2, ou vous avez, je sais pas moi, un vieux programme qui ne peut pas être mis à jour vers Python 3, vous n'aurez pas trop le choix, mais au moins maintenant, vous savez comment produire du code en Python 2 si vraiment vous êtes obligé de passer par là. Mais sinon, si vous démarrez avec le langage Python, vous démarrez, voilà, vous vous familiarisez avec ça, partez dès le début vers une version Python 3, voire la plus récente. Au moment où je fais cette vidéo, c'est la 3.6, donc si vous pouvez prendre au moins la 3.6, n'hésitez pas, vous aurez comme ça les dernières fonctionnalités, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, quitte à commencer, autant prendre ce qu'il y a de plus récent, ce qu'il y a de stable, et il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Je vous dis à bientôt tout le monde pour un prochain tuto, une prochaine vidéo sur formation vidéo. Ciao!